Bonjour à tous, c'est Alexandre. Donc aujourd'hui, on va voir ce qu'est le mental, euh, quelles sont ses dérives et comment le maîtriser. Alors le mental, déjà, qu'est-ce que c'est? Il faut comprendre qu'on est composé de plusieurs corps énergétiques, dont un qui est le corps mental inférieur. Donc on a aussi le mental supérieur qui est plus ce qu'on appelle le corps causal ou l'âme. Et donc après, on a également donc différents corps qui vont se rattacher au corps physique et qui vont permettre de vivre une expérience comme on la vit incarnée et qui sont des corps temporaires, qui sont des corps qui vont être utiles normalement, parce qu'il y a toujours des cas un peu particuliers, mais qui vont être des corps qui vont être utiles à une seule incarnation. Donc ça va être le corps astral, le corps mental inférieur et le corps physique avec le corps éthérique bien sûr qui l'englobe. Donc ces différents corps eh bien, ne vont servir que à une expérience terrestre et vont envelopper, hein, comme les autres corps, notre corps physique. Donc là, on parle du corps mental inférieur, donc le mental. Donc on l'associe souvent à l'ego, mais c'est pas forcément l'ego. Le mental, c'est ce qui nous permet au quotidien eh bien, de raisonner, d'avoir un raisonnement logique qui nous permette de nous adapter à notre environnement de manière cohérente. Alors il nous rattache également au passé et au futur. Normalement, il ne nous rattache pas du tout au présent. Donc c'est là où on peut notamment distinguer ce qu'est le mental dans nos flux de pensée, hein. Quand on pense au présent et qu'on vit le moment présent, on se rattache plus à d'autres choses. On est plus aligné avec ce qu'on est réellement, c'est-à-dire avec notre mental supérieur ou non. Donc on est plus dans le cœur et moins du coup dans ce mental qu'on appelle mental inférieur. Donc après, il faut comprendre aussi qu'il peut y avoir des dérives, bien sûr, trop utiliser le mental. Donc si on se laisse tout le temps submerger par les pensées, eh bien à un moment donné, il peut y avoir des dérives comme des peurs, des obsessions, des choses en fait qui reviennent régulièrement. Et il peut aussi y avoir des pensées qui sont mal maîtrisées, notamment si on est sur un sujet qui nous fait peur parce qu'on le maîtrise mal ou on n'a pas forcément compris ce qu'il y a derrière, eh bien ça peut nous faire du tort en fait, hein, parce que petit à petit, on va ressasser et on est toujours dans ce mental qui va nous ramener à des choses qui nous font peur ou qui nous obsèdent. Alors le mental n'est pas forcément quelque chose de négatif, parce qu'en fait il permet de maîtriser notre environnement. C'est quelque chose qu'on construit depuis notre enfance par rapport à une éducation, etc. Donc ça nous permet de nous adapter à notre environnement pour nous réaliser, pour réaliser des actions dans une certaine logique bien sûr. Donc quand notre mental fonctionne bien, on va être à même à partir de quelque chose, d'un appel du cœur, donc le mental supérieur, et bien de voir dans la matière, en tout cas dans la logique du mental, comment mettre en place des actions qui vont nous mener à un but. Donc c'est quelque chose qui est important. Donc le mental a bien sûr sa place dans notre vie, c'est pas pour rien qu'on a un corps mental. Ça nous permet également de nous adapter, de nous défendre, de nous positionner dans la société, donc d'avoir une position sociale et, et donc de pouvoir vivre aussi en communauté dans l'incarnation qu'on a à vivre. Donc ça fait partie aussi de ce qu'on appelle le personnage, hein. On vient tous vivre un personnage pour expérimenter dans la matière. Donc eh bien, le corps mental inférieur fait partie de ce personnage. Alors en termes de spiritualité et des expériences qui ont pu être menées dans ce sens, on nous apprend que le cerveau est plus un relais qu'autre chose en termes de pensée. C'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les pensées qui se dérouleraient dans le cerveau serait plus un lien entre ce qu'on est de plus haut et en fait on a notre conscience qui passe un petit peu au travers de notre cerveau qui fait le relais parce que c'est au travers de notre cerveau que tous nos sens peuvent s'exprimer. C'est un relais nerveux qui permet en fait de faire le relais. Euh, Sinon, après, qu'est-ce qui nous fait dire que il y a le mental qui se situe en dehors du corps physique? Alors, il y a eu des expériences qui ont pu être faites, notamment en termes de télépathie. Alors, pourquoi la télépathie? Eh bien, ça nous montre que on a des pensées qui peuvent se transmettre en dehors de notre corps physique. Donc, c'est entre deux êtres, et ça se passe bien sûr au niveau énergétique.
Il y a eu des expériences qui ont pu être effectuées sur la télépathie. Notamment, ça a été fait par la Société de recherche psychique à Londres à partir de 1886 et qui ont montré des résultats qui étaient vraiment probants entre des personnes. Alors bien sûr, il faut à la fois vouloir vraiment faire cette expérience, avoir comme un appel du cœur, hein, c'est comme ça que ça marche le mieux. Et aussi, il faut répéter souvent, c'est-à-dire que c'est de l'entraînement pour y arriver. Et donc, on peut voir qu'il y a des résultats qui sont assez probants, mais qui ne sont pas tout à fait parfaits. C'est-à-dire qu'il y a une distinction entre quelqu'un qui est clairvoyant et quelqu'un qui communique par la télépathie. Par la télépathie, en fait, on va avoir une information qui va nous venir un petit peu comme un souvenir. Donc c'est un petit peu flou. On a l'idée globale, mais on n'a pas forcément tous les détails. C'est pas comme si on voyait une image devant nos yeux. Avec la clairvision, par contre, on va avoir cette image très précise. Donc après, avec de l'entraînement, eh bien, ils ont montré que la télépathie fonctionnait. Euh, mais du coup, il n'y a pas que ça. Il y a également donc, des expériences qui ont pu être effectuées, donc notamment sur ce qu'on appelle l'esprit de groupe, ou en tout cas le mental qu'on peut retrouver chez les animaux, où là c'est un peu particulier, c'est ce qu'on appelle des âmes groupes, où en fait c'est une âme, donc un mental supérieur, mais qui aura plusieurs mentales inférieurs. Donc ils ont plusieurs expériences en parallèle, donc, notamment au niveau animal, parce que côté humain, on a un mental inférieur pour un mental supérieur. Chez les animaux, c'est un petit peu différent. Une âme va contrôler plusieurs corps physiques, et donc plusieurs mentales inférieures et plusieurs corps astraux. Donc comment est-ce qu'on a pu le mettre en évidence au travers d'une expérience scientifique? C'est ce qu'on appelle la loi du centième singe, c'est-à-dire qu'on va isoler un membre d'un groupe de singes, donc sur 100 par exemple, on va le mettre de côté, et sur le groupe de 99 singes, on va leur apprendre des choses, et donc en leur apprenant des choses, on se rend compte que le centième singe, eh bien, il reprend cet enseignement-là, et du coup, c'est comme si il y avait des membres du groupe qui lui avaient enseigné. Il y a aussi une autre expérience qui peut être faite avec des chèvres, où par exemple sur une centaine de chèvres, eh ben, ils en ont mis une de côté, mais vraiment loin, hein, ils étaient peut-être à 10 km, et du coup sur les 100 chèvres en question, ils ont mis le feu à un moment donné à la prairie où ils étaient. Alors bien sûr ils n'ont pas cramé les chèvres, hein, mais c'était juste pour les faire fuir, et ils se sont aperçus qu'en parallèle, l'autre chèvre, elle l'a fui de la même manière. Alors c'était pas tout à fait instantané, mais pas loin. Donc pourquoi fuir s'il n'y avait aucun danger? Mais exactement au même moment, elle a fui. Donc ça met en évidence ce qu'on appelle les âmes groupes, et donc qui permettent du coup à une âme de s'enrichir plus rapidement et d'arriver plus rapidement à devenir un être spirituel comme un humain. Euh, donc après comment ça fonctionne aussi, je l'explique aussi au travers de différentes vidéos quand je parle des différents plans. Ça va servir notamment s'il y a un individu qui doit mourir, eh bien il va rapporter son expérience à l'âme et donner l'enseignement de son décès qui va pouvoir servir en fait aux autres êtres. Donc de ce que j'en comprends et dans les explications qu'on en a, ces âmes groupes existent aussi au niveau minéral et au niveau végétal. C'est vraiment quand on commence à devenir un être spirituel qu'on n'est plus des âmes groupes, on a une âme pour un corps. Donc on a vu aussi au niveau humain des corps physiques qui ont été eh bien, endommagés très fortement au niveau de la boîte crânienne. On a vu que il y a des êtres qui ont pu vivre, alors plus ou moins de manière handicapée quand même, mais qui avaient donc une ablation du cerveau. Et à chaque fois, bien, si on prend différents cas, c'était toujours des niveaux de cerveau qui étaient différents, mais ça ne les a pas empêchés à un moment donné de vivre à peu près correctement, avec plus ou moins de handicap, bien sûr. Mais ça laisse entendre en tout cas qu'il n'y a pas une partie du cerveau qui nous rattache à notre expérience physique. Alors bien sûr, si on enlève tout le cerveau, on meurt, mais ça veut dire qu'il n'y a pas une partie du cerveau spécifique qui ferait qu'on serait en vie ou non. Donc ça laisse entendre qu'on peut vivre avec qu'une partie du cerveau, et donc comment dire, que le mental eh bien, continue de fonctionner, que la conscience continue d'être là, même
avec les différentes parties du cerveau en moins. Je sais pas si vous me suivez, mais c'est-à-dire que le mental persiste et notre conscience aussi, euh, même s'il y a une partie du cerveau, même si selon le cas d'expérience qu'on a pu connaître, on aura cette partie du cerveau-là en moins ou non. Donc ça s'est souvent vu ça, au niveau des chirurgies esthétiques, où ils ont dû justement masquer différentes parties de la boîte crânienne qui manquaient. On a vu des enfants qui sont pris des coups de fusil à pompe ou des choses comme ça, où ça leur a arraché la moitié de la boîte crânienne, et qui étaient encore vivants, qui étaient encore conscients, ils arrivaient encore à se déplacer, à se mouvoir. Alors ils avaient un peu du mal à contrôler une partie de leur corps, je crois que c'était une hémiplégie partielle, je sais pas comment on appelle ça, c'est quand on a la moitié du corps qui ne répond que peu ou pas très bien, mais ils arrivaient à avoir un raisonnement, ils arrivaient à vivre, à se déplacer du coup, même si c'était un peu handicapé. Voilà, bon, c'était pour un partage d'expérience par rapport en tout cas au fait que le mental n'est pas forcément rattaché à la boîte crânienne, ou il y est rattaché en tout cas à la boîte crânienne, mais par rapport à des échanges énergétiques. Alors le mental, on peut le distinguer parce qu'en fait il peut être à la fois conscient et inconscient. Donc conscient, ça va être lorsqu'on est conscient des idées qui vont émerger en nous. On va savoir que ces idées viennent de nous, enfin, qu'on les construit et qu'on en a besoin directement. Un, un mental inconscient, eh bien, ça va être lorsqu'on se laisse entraîner par ses pensées, par enfin, on est dans un état un petit peu comme de sommeil ou de rêve, et, et du coup, il y a aussi une autre distinction qui se fait au niveau du mental, c'est-à-dire qu'il peut être à la fois maîtrisé, enfin, il peut être soit maîtrisé, pardon, soit non maîtrisé. Donc maîtrisé, c'est-à-dire que quand on va raisonner, faire appel à la logique, par exemple quand on fait des mathématiques, et non maîtrisé, ça va être, eh bien, lorsqu'on se laisse entraîner par des envies, des peurs, des pulsions, de la part de ses pensées, hein, et qui nous ramènent très souvent au passé ou dans l'avenir. Donc c'est notamment au travers du mental que souvent on peut être dans des fausses croyances ou dans des illusions. Pourquoi? C'est bien tout simplement parce que dans le mental inférieur, eh bien on est très souvent orienté dans nos choix, dans ce qu'on nous montre, donc dans notre environnement. Donc suivant l'environnement qu'on nous met sous les yeux, s'il est maîtrisé, notamment comme on le voit dans le cadre scolaire ou dans nos sociétés modernes, eh bien, notre pensée mentale est canalisée. Et ça nous fait arriver là où, par exemple, la société veut qu'on aille. Donc, en fait, c'est là où il y a des illusions, ce qu'on appelle des illusions, qui peuvent nous entraîner à ensuite mener des choix logiques par rapport à notre environnement qui nous a été inculqué, ou notre position sociale, pour arriver à l'endroit où, par exemple, la société veut qu'on aille. Donc c'est là où il peut y avoir des illusions qui nous sont eh bien, inculquées, ou en tout cas qu'on nous fait intégrer, pour que, eh bien, à chaque fois qu'on aura des décisions à prendre, on les prenne dans le sens qui va arranger eh bien, par exemple, un modèle de société. Donc le mental, c'est souvent ce qui nous ramène tout le temps des idées. Alors on s'en aperçoit souvent quand on perd quelqu'un, en fait, quand on perd un être cher. Pendant les premiers temps, on va vraiment avoir le souvenir de la personne qui va revenir en continu, en boucle. Alors ça va nous faire du mal, ça nous permet aussi d'évacuer un petit peu, c'est-à-dire de se faire à cette idée-là. Mais c'est pas forcément pour les décès, ça peut être n'importe quoi, hein, mais c'est souvent des idées qui nous reviennent, qui ressassent et qui nous ramènent, qui peuvent en tout cas nous ramener à des souffrances ou à du malheur. Donc le mental est difficile à maîtriser, et il est normalement impossible à arrêter. Ou en tout cas vraiment dans le temps, sur une vie. On en a besoin, hein, c'est pas quelque chose d'inutile, c'est quelque chose qui nous permet d'interpréter des situations par rapport à notre réalité, par rapport à ce qu'on en connaît de notre incarnation, et de s'adapter pour savoir anticiper des actions, ou ça peut être aussi pour comprendre, pour s'adapter, se protéger. Alors on le voit aussi, hein, il peut y avoir des dérives au mental. Lorsque notamment il n'y a pas de maîtrise du tout du mental et que justement eh bien, on arrive justement dans ce type de dérive, donc on peut avoir effectivement une personne qui est agitée, qui est instable,
qui a des fois des pensées autonomes, qui peut avoir des troubles. Ça peut être des troubles de la personnalité d'ailleurs, ça peut être des préjugés aussi, hein. Souvent les préjugés sont liés au mental. Donc c'est souvent des choses qui nous viennent de la société ou des choses qui nous ont été inculquées. Ça peut être un aveuglement, des passions, ça peut être aussi tout simplement l'absence de la maîtrise du mental. Alors dans les risques, il y a aussi le fait de servir trop l'ego. C'est-à-dire qu'on a tous un ego, mais le fait en fait d'utiliser notre mental et de se placer à un moment donné trop au centre du monde, vraiment d'alimenter le fait qu'on soit le plus beau, le meilleur, etc., ça alimente notre ego, et du coup l'ego se sert beaucoup du mental pour ceci. Alors le mental et du coup l'ego cherchent au travers de notre être intérieur à le bloquer. C'est-à-dire notre accès à ce qu'on est de plus grand, au mental supérieur, le verrouiller. Pourquoi? Parce qu'il est là pour vivre sa vie et à se protéger, c'est-à-dire ne pas laisser entendre des expériences qu'on a à vivre. Lui, il est là pour protéger notre vie en priorité. Parce que s'il meurt, l'ego et le mental meurent aussi. Donc lui, il a tendance à être au premier niveau, au premier plan, au travers de notre conscience quand on est sur le plan physique, donc quand on est conscient dans notre corps physique. Et donc c'est là où il va bloquer un petit peu l'accès justement à tout ce qui est mental supérieur, c'est-à-dire en écoutant notre cœur, euh, tout simplement en nous mettant sans arrêt des pensées. Alors c'est pas forcément pour nous bloquer, mais en tout cas ça fait partie de ce blocage. Euh, donc en fait le mental, on, on a toujours des pensées en fait qui nous viennent sans arrêt, ou en tout cas chez la plupart des personnes. Les personnes qui en ont peut-être le moins, c'est celles qui font souvent un travail sur elles-mêmes, où en fait, à force de faire par exemple de la méditation, et avec des méditations où on chasse le mental pour prendre l'habitude de ne plus être tout le temps influencé par son mental, et laisser la place justement à son intuition, à son cœur, à son mental supérieur, on est systématiquement plongé dans ce système du mental et qui peut alimenter l'ego lorsqu'on est dans des systèmes de pensée un petit peu binaires, où on est dans le bien, le mal, le vrai, le faux, l'ennemi, l'allié, tout ce qui est utile, tout ce qui est dangereux, enfin, etc. Tout ça, ce sont des choses qui nous cloisonnent, qui nous mettent le mental au service de l'ego, et l'ego qui veut nous bloquer un petit peu l'accès justement à cette ouverture du cœur, le fait qu'on soit pas un ego justement, mais qu'on soit un ensemble quelque part, ça c'est quelque chose qui est très difficile d'accepter. Donc c'est comme ça que pour nous garder justement dans ce mental inférieur et dans cet ego, souvent on a un regard conditionné sur les choses, des a priori, des fausses pensées, des, des analyses qui sont un peu simplistes, et puis même ça nous fait nous mentir à nous-mêmes, pour rester dans notre mental, dans notre ego. Donc c'est souvent les symptômes d'un mental qui est mal maîtrisé sur le plan spirituel. Donc le mental inférieur est aussi important. Pourquoi? Parce qu'en fait, il nous permet de nous situer dans le temps. C'est pour ça qu'il fait le lien entre le passé et le présent. Et donc au-delà du fait de se souvenir des expériences passées pour mieux pouvoir maîtriser l'avenir, il nous permet aussi de nous situer, de contrôler en tout cas notre espace-temps. Alors il peut être aussi un frein à l'épanouissement de nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on, comme on l'a vu, on est souvent dans des mensonges, dans des illusions, des choses qui nous font croire certaines choses et qui nous déconnectent de la réalité. Donc la réalité qu'on peut retrouver quand on monte un peu plus haut, donc quand on va sur des couches spirituelles un peu plus hautes. Donc ce flux de bavardage incessant qu'on a et tous ces commentaires qu'on peut avoir, des préjugés, etc., ce sont des choses qui nous conduisent à être dans un certain niveau de fatigue et qui peuvent nous amener aussi à la souffrance, parce que ça nous amène aussi potentiellement à des dérives, comme on a pu le voir. Donc le fait de se libérer de ce mental, va nous permettre d'accéder à la réalité, à des vérités. C'est pour ça que donc la connaissance de soi est donc la clé, de savoir qui on est réellement et de ce qu'est le mental et l'ego. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir prendre du recul
sur soi-même, sans rejeter ce qu'on est. On est ce qu'on est, on est là pour vivre ce qu'on a à vivre, tout ça est normal, hein, on est comme tout un chacun, mais ça n'empêche pas de savoir en conscience qui on est vraiment et d'essayer de se rattacher à qui on est vraiment pour vivre une vie meilleure, être dans la maîtrise du mental. Donc le mental nous amène des fois sur des fausses pistes, et ben c'est comme ça, on le nie pas, parfois on en souffre pour des fausses raisons, ben on l'accepte. Euh, et donc bah, des fois voilà, on a des fausses idées, on se fait des fausses idées, on se ment à soi-même, bah, voilà, il faut savoir le reconnaître, c'est comme ça. Donc le but c'est d'arriver à un calme mental, si on peut, qui, donc au travers de la méditation, hein, qui notamment, il y a d'autres techniques, mais qui vont permettre l'accès à une vision plus profonde des choses en passant par le mental supérieur. Donc c'est notamment au travers de méditations où on va se concentrer, mettre notre conscience sur notre respiration et en faisant en sorte de ne plus être lié au mental, c'est-à-dire que si on voit qu'il y a des nouvelles pensées qui reviennent, eh bien on va les chasser, on se dit on verra ça plus tard, on prend un temps pour nous, on fait une méditation, eh bien à force de faire ceci, on va maîtriser le mental et nos pensées qui sont incessantes, et donc après on sera de plus en plus à même de se connecter avec notre cœur à notre mental supérieur, et donc potentiellement bah, justement pouvoir écouter des informations de son intuition et de ses guides. Donc autre chose, c'est au travers de la pensée qu'on va construire les choses. Donc si dans notre pensée on se focalise, donc notre conscience sur le mental inférieur, donc ce qu'on appelle le mental, eh bien on va construire notre vie et ce qui nous entoure, enfin, on va concevoir et co-construire certaines choses, mais au travers des illusions, des croyances, etc. Donc c'est pour ça qu'il est important de revenir à ce que l'on est réellement, à notre cœur, pour construire et co-construire des choses, mais qui sont plus en lien avec le cœur. C'est notamment pour ça qu'on arrive dans des guerres, des choses comme ça. C'est tout simplement parce qu'en fait on raisonne et on place toute notre conscience dans notre mental inférieur. Donc avec la maîtrise du mental, eh bien, on pourra sélectionner les idées qui nous viennent et nos pensées pour que on ne retienne que celles qui vibrent avec notre cœur. C'est-à-dire que le mental inférieur, le but c'est pas de l'étouffer, c'est juste qu'il soit aligné avec ce qu'on est vraiment. Donc ça c'est un travail à faire, hein. Je vous donnais notamment l'exercice de méditation dont je vous ai parlé, ça fait partie du travail qu'on peut faire sur soi-même pour justement y parvenir. Il y a d'autres petits exercices après qu'on peut faire hein, pour y parvenir. Ça nous permet également, cette maîtrise du mental, eh bien, de vivre dans l'instant présent, c'est-à-dire vraiment de revenir sur des bonheurs simples. On voit bien que dans notre vie de tous les jours, si on ne fait pas attention, eh bien, on passe à côté de plein de petits bonheurs qui nous semblent eh bien, hors de portée, mais en fait, on peut très bien retrouver, tout simplement parce qu'on arrive dans des habitudes. Donc le fait de manger, etc., ou de partager un moment, de discuter, etc., ce sont plein de petits bonheurs, en fait, et bien que parfois on va mettre de côté parce que dans notre mental, eh bien, on est en train de penser à l'avenir, il faut vite qu'on fasse ci, vite qu'on fasse ça, pour se libérer du temps, pour faire ci, pour faire ça, et on ne vit plus. Et donc après, ben, du coup, on n'est plus du tout dans une forme de bonheur et on ne vit plus l'instant présent. Alors dans les exercices réguliers à faire pour maîtriser notre mental, donc il y a le principe de méditation dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a aussi eh bien, le fait de prendre un temps pour soi, un peu comme une méditation en fait, mais seulement là on ne va pas bloquer nos pensées. On va se positionner en tant qu'observateur en se disant bien en conscience que nos pensées qui nous viennent, ça vient de notre mental inférieur, que ce n'est pas nous, ce qu'on est réellement. Et donc, eh bien, après, on va écouter tout simplement pendant à peu près 5 minutes toutes les pensées qui nous viennent et se dire que toutes ces pensées, c'est notre mental inférieur. Et donc après, dans notre quotidien, quand on aura à force de faire cet exercice, hein, quand on aura des pensées qui vont nous venir du mental inférieur, on se dira eh bien, que ce n'est pas vraiment nous qui pensons ça, c'est notre mental inférieur qui est en train de tourner en boucle et de nous envoyer des informations. Ça nous permet de faire justement le distinguo. Donc après, on peut également eh bien, focaliser notre attention et notre conscience. Ça peut être soit sur un objet, soit ça peut être sur notre respiration, soit ça peut être sur une musique, mais il faut que quand on fait ça, on fait ça un peu sous la forme d'une méditation, mais il faudra bien
on fasse attention à ce qu'on n'ait aucune pensée. Si jamais on a la moindre pensée, on se refocalise soit sur l'objet, soit sur notre respiration, soit sur la musique, et donc eh bien, on recommence l'exercice. Donc ce qu'il faut qu'on essaye de faire, c'est petit à petit qu'on ait le plus de temps possible focalisé en conscience sur quelque chose sans avoir la moindre pensée. Dès qu'on a à nouveau des pensées qui nous reviennent, c'est qu'on recommence cet exercice. Alors ça va peut-être durer une seconde ou deux les premières fois, mais plus on va s'entraîner à faire ça, et plus il y aura d'espace entre deux pensées. Et justement, c'est au travers de ces fameux espaces entre deux pensées, et à force de s'exercer, hein, qu'on va pouvoir écouter la voix de notre cœur, qui est donc de notre mental supérieur, qui est beaucoup plus subtil et qu'on entend moins souvent, et qui aura sa place à condition qu'on lui laisse de la place. Et c'est là où on va commencer à percevoir d'autres choses, un monde un peu plus subtil, et des pensées qui sont plus avisées, ou des conseils ou des pensées des êtres de lumière qui vont vouloir vous orienter, vous conseiller plutôt. Donc ce sera l'occasion justement de pouvoir se connecter plus facilement à votre intuition. Un autre exercice va être la libération du mental. Alors en fait, vous allez tout simplement attendre la première pensée qui va vous venir, et cette pensée-là, vous allez vous concentrer dessus, et vous allez la voir, donc ça c'est sous forme de méditation, donc ça se travaille, et bien la voir se positionner sur un petit nuage, et après vous allez voir disparaître petit à petit. Elle va s'éloigner de plus en plus de vous. Vous allez la libérer. Vous allez lui dire, je prends un temps pour moi, je ne veux pas cette pensée-là autour de moi pour le moment. Donc vous allez la voir s'éloigner petit à petit. Après, vous voyez cette pensée disparaître, et vous voyez la prochaine qui va apparaître. Et vous faites cet exercice plusieurs fois. Donc les pensées qui vont vous venir, donc qui va peut-être vous travailler un petit peu par rapport à votre passé, par rapport à votre futur, eh bien vous allez les repousser petit à petit. Alors dans les exercices aussi qu'on peut faire pour mieux maîtriser son mental, eh bien ça va être le lâcher prise. Donc le lâcher prise, j'avais fait une vidéo spécifique là-dessus, donc je vous laisse ben, la regarder en fait pour voir comment vous libérer et lâcher prise sur certaines situations. Après, il peut y avoir aussi des situations où il y a des personnes qui sont contre nous. Alors pour ceci, je vous invite à essayer quelque chose, c'est-à-dire à ne pas être dans la haine, et donc essayer de lui renvoyer des choses qu'elle nous envoie, qui sont néfastes, mais plutôt être dans une forme d'amour. Donc essayer de trouver une forme, mais qui de manière positive va remettre la personne à sa place. Ça peut être simplement en lui disant ben, je t'admire, je te trouve super, etc. Merci. Si par exemple un pic, quelque chose, ben, merci pour ton conseil. Ça peut être quelque chose comme ça. Essayer de trouver la forme la plus adaptée possible par rapport au contexte, pour justement pouvoir renvoyer sous forme d'amour des agressions que vous pouvez vivre dans votre quotidien et qui vous pèsent et qui polluent votre mental. Vous pouvez également aussi demander eh bien, à vous libérer en demandant de l'aide aux êtres de lumière. Donc vous demandez aux êtres de lumière, peut-être certaines figures hein, que vous connaissez, vous allez peut-être pouvoir prier ou demander en tout cas, eh bien, à ce qu'on vous libère votre mental sur certaines charges. Donc je vous confie ceci ou ceci. Vous pouvez demander aussi à l'univers ou à Dieu, hein, c'est-à-dire je remets, par exemple, si vous êtes tout le temps stressé par rapport à vos enfants, eh bien, je remets l'avenir de mon enfant, en tout cas sa sécurité ou quelque chose comme ça, à Dieu ou à un être de lumière en particulier. Alors bien sûr, ne pas tout remettre à Dieu ni aux êtres de lumière, hein. Vous avez aussi votre position et des choses à faire dans votre vie, hein, notamment pour vos enfants. Mais c'est par exemple si vous faites un stress, ou si vous avez du mal à lâcher prise sur certaines choses, hein, vous êtes tout le temps en stress par rapport à vos enfants, pour leur sécurité, quand ils sont à l'école ou ce genre de choses, à un moment donné, pour le lâcher prise, vous pouvez utiliser cet outil de dire que vous confiez à l'univers votre enfant quand vous-même vous n'avez pas les moyens de vous en occuper. C'est plus dans ce sens-là. Donc un autre exercice pour se libérer un peu des afflux du mental, ça va être la prière. Où la prière, vous allez mettre toute votre concentration, votre attention sur ce que vous voulez communiquer en fait là-haut. Donc ça peut aussi vous aider à maîtriser votre mental, hein, c'est-à-dire que vous allez demander vraiment avec humilité le plus possible là-haut, aux êtres de lumière que vous cherchez à prier, eh bien vous allez remettre certaines choses qui vous pèsent aux êtres de lumière. Vous allez aussi pouvoir leur demander conseil, ou en tout cas qu'ils puissent vous guider
vers la bonne solution, en tout cas quelque chose de le plus adapté, qui leur paraît le plus cohérent, qui vous paraît le plus cohérent, et à vous aider aussi potentiellement sur certaines situations qui vont vous libérer justement votre mental et les charges que vous pouvez avoir. Voilà, bah, j'espère en tout cas vous avoir aidé et sur la compréhension de ce qu'est le mental et de vous avoir donné quelques outils à travailler régulièrement justement pour mieux maîtriser ce mental et pour pouvoir justement vous connecter à ce que vous êtes de plus grand. Et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu hein, pour nous faire connaître et aider plus de personnes et aussi à partager nos vidéos et aussi ben, vous abonner à la chaîne hein, si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. Et merci de nous suivre. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.